Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Tilt en diffusant sur l'ODJ Média, en rediffusant sur l'ODJ TV et sur la web 212, la radio des Marocains du monde. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet international, d'un sujet qui risque d'avoir des retombées majeures sur le monde entier. Nous allons parler du conflit indo-pakistanais. Alors depuis 1947, le Cachemire, qui est une région frontalière entre les trois pays, Inde, Pakistan et Chine, se trouve au cœur des conflits qui ont animé surtout les deux pays pakistanais et indiens. Il y a eu trois guerres, une première de 1947 à 1948, une seconde en 1965 et une troisième en 1971. Aujourd'hui, suite à des attaques terroristes qui ont touché des touristes indiens dans cette région, l'Inde a riposté avec deux attaques, des attaques principalement basées sur des attaques d'artillerie et de missiles, les nuits du 6 au 7 et du 7 au 8, donc deux attaques sur deux nuits successives sur cette région pakistanaise. Ceci a fait que les Pakistanais ont également de leur côté riposté. Nous avions une déclaration hier de l'armée pakistanaise qui a eu enfin 5 avions, dont 3 Rafales, qui les a attaqués, en plus de 25 drones qui ont été attaqués aujourd'hui de la part de l'armée pakistanaise, des drones israéliens. Pour discuter de ce sujet et des implications que cela pourrait avoir, que ce soit sur l'économie ou plus généralement sur les différents pays, je reçois aujourd'hui M. Hafid Boutaleb. Monsieur Hafid, merci d'avoir accepté de me parler aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec très grand plaisir. Pour commencer déjà, je voulais vous demander de nous dessiner un petit peu un petit résumé, bref, de l'histoire de ce conflit historique qui date un petit peu de la colonisation de la Grande-Bretagne, qui trouve ses origines, je pense, dans cette colonisation. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé au fil des décennies? Alors effectivement, le conflit du Cachemire va naître au lendemain de ce qu'on appelle la partition de l'Inde. La partition de l'Inde, c'est la solution que les Britanniques ont trouvée, ont suggérée aux différents partis politiques indiens pour répondre aux velléités indépendantistes du nationalisme indien. Ce nationalisme était divisé en 1947 entre le parti du Congrès, mené par Jawaharlal Nehru et bien sûr Mahatma Gandhi, d'une part, et d'autre part le parti Dawlat al-Islam, je pense, mené par Ali Jinnah, qui, lui, réclamait et a insisté sur la nécessité d'un État indépendant indien pour les musulmans. Si vous voulez, le Pakistan, si l'Inde est le monde, le Pakistan serait une sorte d'Israël des musulmans de ce monde ou de ce sous-continent indien. Donc une nation exclusive pour les Indiens de confession musulmane, et c'est ce qui a eu lieu, puisque à ce moment-là, le pays va naître, le Pakistan va naître sur la base d'un pays à deux États, en réalité, le Pakistan de l'Ouest et le Pakistan de l'Est, qui, à partir du Pakistan de l'Est, va devenir le Bangladesh, lui-même va faire sécession de cette union pakistanaise pour devenir un État souverain en 1971. Pour en venir au Cachemire, le Cachemire, c'est qu'au moment du partage, va se poser une question importante. Le Cachemire est un État princier, comme l'on connaît plusieurs en Inde, les princely states, comme les appellent les Britanniques. Régis par les Maharajas. Régis par des Maharajas, effectivement. Et cet État princier est gouverné par un prince de confession hindoue. Seulement, ces sujets, qui sont les habitants du Cachemire à ce moment-là, sont à majorité musulmane. Et c'est là le cœur du problème. C'est que ce prince va vouloir se rattacher avec sa cour et les mécanismes dont il dispose pour gouverner son pays, donc une armée ou un embryon d'armée, de force publique, on va dire plutôt, va vouloir se rattacher à la nouvelle fédération indienne et sa population, ou une partie de sa population, pas intégralement, une partie de sa population va vouloir, elle, s'intégrer avec la majorité musulmane pakistanaise. Donc le conflit va naître de cette manière-là, et on sait très bien que cette partition de l'Inde est un épisode douloureux en Inde. L'Inde pré-partition, l'Inde britannique, compte 33% de musulmans, 50% ou 55% d'hindous. On voit que donc, ce sont deux grands groupes qui sont à taille
non pas similaires, les hindous sont bien plus importants, mais l'échelle est la même, ce qui a mené à un clash que le Mahatma Gandhi voulait absolument éviter, mais qui aura lieu. Et c'est un épisode douloureux qui, jusqu'à aujourd'hui, pèse sur les relations entre ces deux grands pays, le Pakistan et l'Inde. En effet, mais vous ne m'avez pas souligné le rôle qu'a joué la Grande-Bretagne et la période après le colonialisme britannique. C'est la Bretagne qui a bien dessiné les limites de ces régions, ou ça a été dessiné par la suite par les pays eux-mêmes? Les Britanniques ont suggéré un découpage, une ligne à laquelle correspond aujourd'hui essentiellement les frontières entre les deux pays. Seulement, vers le nord, encore une fois, s'est posé la question avec ce prince en question, qui était de confession hindoue, qui était le souverain du Cachemire, et qui a voulu que la ligne englobe d'une certaine manière tout son territoire. Donc ça s'est envenimé par la suite. Oui, sachant qu'en 1950, les autorités indiennes vont abolir les privilèges des Maharajas et que ce prince-là va se retrouver bouté hors de son palais, hein, comme on dit. Et donc le projet qu'il espérait n'aura pas lieu, mais il y aura un conflit. Et c'est à la suite de ce conflit que vont se dessiner que le Cachemire va se partager en trois principales parties. Une partie administrée par l'Inde, une partie administrée par le Pakistan et une troisième partie administrée par la Chine. Puisque au moment de cette partition-là, la Chine connaît, elle, un bouleversement considérable. C'est les communistes qui arrivent au pouvoir. Ils mènent une invasion du Tibet et ils vont déborder aussi sur le Cachemire indien, puisqu'ils ont aussi des prétentions sur ce territoire. Donc ils vont avoir une partie du Cachemire va être entre les mains des Chinois. Donc, en général, entre les Pakistanais et les Chinois, ça va. Entre les Pakistanais et les Indiens, ça va pas. Entre les Indiens et les Chinois, ça va pas. Oui. Alors, et entre les Indiens et les Russes, ça va très bien. Donc c'était cela, pour dessiner un peu les lignes de clivage. Les forces qui... Oui, en plus des États-Unis, le pacte de Bagdad que l'on connaît, et je l'en parlerai peut-être. On y arrivera, voilà. en fait. Alors, c'est l'incident de Pahalgam qui a déclaré cette escalade actuelle. Pensez-vous que cet événement a été utilisé par l'Inde comme justificatif, ou c'est vraiment le fond de la raison de son attaque? Alors, il faut pas oublier, je reprends ce proverbe, la première victime d'une guerre, vous le connaissez? C'est les citoyens. Non, c'est la vérité. Ah, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Il est difficile vraiment de comprendre ce qu'il en est. Il faut savoir que nous avons deux populations, la population indienne et la population pakistanaise, qui sont chauffées à blanc par un discours nationaliste très populiste, très fort aussi. Et populiste, alimenté par ces souvenirs douloureux de la partition de l'Inde, par des souvenirs plus douloureux du passé profond. Rappelons que l'Inde a été gouvernée pendant des siècles par des Maharajas musulmans, pour beaucoup qui ont exprimé tout leur mépris des spécificités culturelles et identitaires de la majorité hindoue. Et aujourd'hui, il y a ce récit-là qui remonte jusqu'au loin dans le passé, pour justifier la haine. Pas nécessairement une haine, mais une méfiance vis-à-vis du voisin musulman. Le voisin qui peut être le Pakistan, pour la nation indienne, mais aussi au sein même des communes, des villes, des villages indiens, parce un voisin physique, puisqu'il y a effectivement, il faut le rappeler, 18% ou 15% plutôt, de musulmans en Inde. Aujourd'hui, justement, 80%. Sur ce point de l'islam, les Occidentaux aiment dire que là où il y a conflit, il y a islam. Qu'est-ce que vous pensez de ce point? Parce que, après tout, c'est une attaque terroriste de musulmans qui a causé le conflit officiellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, essayons de rester neutres. Oui. Rappelons déjà qu'il y a 18% ou 15% de musulmans en Inde qui vivent globalement en paix. Et qui sont des citoyens indiens, qui ont accès au vote, qui sont éligibles, élus. Un président de l'Inde récemment, dans les années 2000, Abdul Kalam était un musulman. Donc, il y a en Inde une tradition de l'islam d'une certaine tolérance vis-à-vis de l'islam. Ce n'est peut-être pas le cas lorsqu'on part au Pakistan, où effectivement l'idéologie suprémaciste islamique, d'une certaine manière, existe, et un certain mépris, une certaine distance vis-à-vis de ces minorités hindoues qui, rappelons-le, pratiquent une religion qui est l'interdit le plus absolu en islam, c'est-à-dire le polythéisme. Ils sont dans shirk,
comme on dit, shirk billah, c'est-à-dire qu'ils sont des associationnistes. Et ça complique la situation pour la petite minorité hindoue. Elle existe au Pakistan. Et elle est bien plus minoritaire. Peut-être qu'elle n'a pas autant de droits. Et on imagine mal un président hindou au Pakistan. Donc, déjà, essayons de rétablir. Après, effectivement, rappelons qu'il y a un mouvement identitaire très fort, nationaliste, qui est le BJP, le Bharat Janata Party, qui est le parti du Premier ministre hindou, Narendra Modi. Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014, à la suite d'une élection triomphale, et en 2019 conforté à landslide victory, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire un glissement en terrain carrément au sein de l'Assemblée, où une large partie a été acquise au BJP, voilà une victoire sans appel. Et en 2024, même malgré un certain recul, il y a aussi encore une fois une victoire sans appel. C'est l'homme politique démocratiquement élu, le mieux élu au monde, avec au moins 200 millions de voix, peut-être même plus, ce qui est un chiffre colossal. Cela étant dit, malheureusement, ce parti qui a mené des réformes importantes, qui a pu relancer l'économie, qui a pu relancer l'identité indienne, redorer l'image de l'Inde dans le monde, il faut lui avouer ces acquis-là, mais ce parti alimente une certaine méfiance et voire haine, vous avez utilisé le mot, vis-à-vis des minorités musulmanes. Minorités musulmanes désignées comme étant la 5e colonne au sein de la nation indienne. 5e colonne, ce terme qui réfère à une colonne qui serait en fait une colonne de traîtres, de duplicité avec des intérêts étrangers. Et c'est cette situation-là qui va alimenter des tensions avec le voisin pakistanais. Cela étant dit, rappelons que jusqu'à récemment, les frontières entre le Pakistan et l'Inde restent ouvertes sur certains points de passage dans lesquels des transports de marchandises peuvent passer, même des populations. Rappelons aussi que l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a pu rendre visite à Narendra Modi, donc il y a des rencontres entre les exécutifs des deux pays. Maintenant, aujourd'hui, cette attaque terroriste du 22 avril va redéclencher ce irrédentisme hindou qui considère que l'hindouisme aujourd'hui a repris ses droits au sein de sa terre et qui doit se défendre contre les tentatives des voisins musulmans pour essayer de renverser la situation et rétablir une suprématie islamique dans le sous-continent indien. Voilà le discours officiel que l'on entend en Inde. Et donc, un incident comme celui-là, bien évidemment, sera exploité pour justifier au sein de l'opinion publique indienne le discours clivant de ce parti-là, du BJP. Et comme je vous ai dit, aux dernières élections, il y a eu un léger recul, peut-être atténuer ce qui est perçu comme une perte de vitesse de ce parti au sein de la société indienne et relancer la dynamique en faveur du BJP en vue des prochaines élections qui sont encore loin, il faut le rappeler, en 2029. Donc il y a évidemment une instrumentalisation de cet incident. De la religion. De cet incident, voilà, de cette attaque terroriste du 22 avril dans la région du Cachemire indien. D'accord. Alors, nous avons vu ces dernières années une montée en force des groupes armés qui sont parallèles aux États. Nous avons vu la Russie utiliser Wagner, que ce soit en Afrique ou en Ukraine. Nous avons aussi vu des miliciens américains, européens combattre aux côtés de l'Ukraine. Encore une fois, on voit des groupes armés non étatiques qui sont à la base de cette escalade, notamment dans la région, qui opèrent dans la région du Cachemire. Est-ce que vous pensez que les gouvernements, que ce soit les troupes ou les groupes armés pakistanais ou indiens, est-ce que vous pensez que les gouvernements de ces pays sont au contrôle de ces troupes, ou est-ce que vous pensez qu'ils s'en servent comme un levier stratégique sans plus, quoi ? Alors effectivement, vous le soulignez, oui, il y a plusieurs nations ont piégé des pays adversaires par des guerres asymétriques dans des conflits à circuit fermé qui n'en finissent pas. Et nous le savons. L'Iran, par exemple, aussi. Voilà, l'Iran. Donc il y a effectivement, les nations n'hésitent pas à requérir à des organisations tierces, des milices, des groupes terroristes, pour piéger la nation adverse dans le schéma de la guerre asymétrique, qui est une guerre très compliquée pour les armées conventionnelles, puisqu'elle requiert un bouleversement des tactiques traditionnelles, etc. Et donc, le Pakistan, bien évidemment, abrite cet groupe terroriste qui a revendiqué l'attaque du 22 avril, qui est le Lashkar et Taiba, donc qui est un groupe de salafistes, takfiristes, islamistes radicales, et qui effectivement a mené cette attaque. Pour rappel, des éléments qui sont relayés par l'opinion publique indienne, les assaillants demandaient
d'abattre La les religion des victimes, victimes. la religion des victimes, et demander de prouver qu'ils étaient musulmans. Sinon, effectivement, ils se faisaient abattre et même des enfants ont été assassinés. Donc, ces éléments-là vont effectivement réveiller au sein de la société indienne l'injustice et tous les souvenirs douloureux. Des souvenirs douloureux qu'on trouve aussi du côté pakistanais, mais dans la version symétriquement opposée. Donc, oui, d'une certaine, il y a aussi Jaish Mohammed, qui se trouve un peu plus au sud que le Cachemire. Donc, ce sont ces organisations-là qui ont été ciblées par les attaques, les représailles de l'armée indienne, que vous avez rappelé en introduction, notamment au nord et au centre. Et c'est pour la première fois depuis très longtemps où l'armée indienne va attaquer, non pas seulement dans le Cachemire pakistanais, donc le territoire du Cachemire contrôlé par le Pakistan, mais aussi dans le hinterland, dans le cœur du territoire pakistanais, le Pakistan reconnu internationalement, dans ses frontières reconnues internationalement, et donc il va attaquer ces zones, donc ces 9 bases qui ont été ciblées par les rafales de l'armée indienne et qui ont prétexté que ce sont des représailles directement, non pas contre l'armée pakistanaise, mais contre ces organisations-là, que le Pakistan est incapable de contrôler et qui constitue une menace directe, bien évidemment. L'Inde, jusque-là, évite d'accuser directement l'état-major indien, mais l'état-major pakistanais, mais estime qu'elle est dans son droit de devoir mener des représailles pour défendre la sécurité du territoire indien. Et donc, est-ce que vous pensez que le Pakistan n'a pas pu gérer ces groupes ou n'a pas voulu les gérer? C'est très compliqué à savoir. Le Pakistan est un pays à plus de 200 millions d'habitants. C'est une nation artificielle, le Pakistan. C'est une nation née en 1947. Elle n'a pas de profondeur historique, contrairement à l'Inde. Donc, cette nation-là, pakistanaise, elle est constituée d'un melting pot entre Pashtun, Hindi, les Muhajirs. Les Muhajirs, ce sont les Indiens Arabes, musulmans ouais. qui étaient installés un peu partout en Inde et qui ont immigré en 1947 pour s'installer dans ce nouveau foyer qu'on leur promettait être le foyer des musulmans en Inde, dans lequel ils pouvaient pratiquer leur religion en paix, en sécurité, ainsi de suite. Donc c'est un melting pot complexe. Et il y a à l'intérieur du Pakistan des tensions confessionnelles. Si les hindous sont une minorité, et c'est l'islam qui est extrêmement majoritaire, rappelons quand même qu'il y a un islam chiite et un islam sunnite, et que cet islam chiite et sunnite le Pakistan n'a pas échappé au clivage et aux tensions que l'on a connues de l'autre côté au Moyen-Orient, entre sunnites et chiites, et qu'il y a eu des attentats de manière répétitive sur des années, et une guerre civile, notamment au sud-ouest, entre la minorité pachtoune, plutôt chiite, et la majorité sunnite. Donc, tout ça est compliqué et le Pakistan a été longtemps un pays qui ne contrôlait pas vraiment ses frontières, qui étaient des frontières poreuses entre les talibans installés en Afghanistan. On parle aussi des régions tribales qui échappent au pouvoir central. Exactement, à Quetta, notamment au centre-ouest. Donc oui, il y a... Est-ce que les renseignements pakistanais, qui sont quand même... qui ont la réputation d'être assez redoutables dans leur méthode et dans leur capacité à collecter l'information et à la traquer, est-ce qu'ils n'étaient pas au courant d'une attaque d'une telle ampleur? Ça semble difficile à croire, mais il n'y a aucune preuve pour étayer un avis d'une part ou d'une autre. Donc, on ne peut que aller vers des spéculations et des conjectures, effectivement. Cela étant, il aurait été difficile pour les autorités indiennes de défendre les autorités pakistanaises aux yeux de l'opinion publique indienne après une attaque d'une telle violence, rappelons-le, 26 morts et 20 blessés. Alors maintenant, d'un point de vue géopolitique, nous devons rappeler que ce sont deux puissances nucléaires qui rentrent en clash. Vous avez certainement vu les vidéos depuis des années où on voit des gardes frontaliers se battre avec des bâtons, littéralement, pour déescalader la situation. Ils sont conscients du risque que ça peut apporter. Selon vous, quelles conséquences potentielles pourrait avoir un conflit armé entre deux pays de puissance nucléaire comme l'Inde et le Pakistan, sur la stabilité régionale et mondiale généralement? Alors, une guerre nucléaire en 2025 aurait des résultats catastrophiques et désastreux, d'abord pour le moral de l'opinion publique mondiale, et puis évidemment toutes les implications qui arrivent après. Je ne pense pas que nous allons vers ce scénario-là, puisque avant la guerre nucléaire, il y a la guerre conventionnelle. Déjà se pose la question, allons-nous vers une guerre conventionnelle entre l'Inde et le Pakistan? Si elle a lieu, comme ce qui est conflit ouvert en 99,
il y a 26 ans, qui a laissé quand même de part et d'autre des milliers de victimes. Donc c'était un conflit ouvert quasi conventionnel. Si nous allons vers ce schéma-là, ça ne sous-entend pas qu'il y aura usage de la force nucléaire. Seulement, rappelons-nous que si la guerre conventionnelle prend une échelle considérable et qu'elle en entraîne des dizaines ou des centaines de milliers de morts et même des millions de mobilisés à l'image de ce que l'on voit en Russie dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine, eh bien nécessairement une partie ou l'autre pourrait, en cas de défaite, envisager l'emploi de l'arme nucléaire. Donc une escalade dans cette région du monde, elle n'est pas souhaitable, évidemment. Elle n'est pas souhaitable, elle peut avoir des conséquences considérables. Que cette dissuasion, cette doctrine de dissuasion chez les deux pays est assez solide pour ne pas rentrer dans le conflit réel nucléaire. Bien, moi, Et quelles sont, si vous me le permettez, les lignes rouges de l'un et de l'autre? Ou est-ce que ça devient... Alors déjà, rappelons que l'Inde a eu des échanges de tirs, l'armée indienne avec l'armée chinoise, il y a 2 ans de cela. Et que c'était un incident remarquable, qui a laissé aussi quelques dizaines de victimes. Voilà. Donc l'Inde est en tension en ce moment avec son voisin chinois, sauf depuis récemment, très récemment, avec les gesticulations de Trump, qui ont fait que, d'une certaine manière, l'Inde et la Chine envisagent maintenant un rapprochement. Seulement intervient cet incident-là, qui va peut-être ralentir ce rapprochement sino-indien. Seulement, les Chinois, on sait que Xi Jinping est aujourd'hui chez Vladimir Poutine. Les Chinois entretiennent de très bonnes relations. D'ailleurs, les avions de chasse de l'armée pakistanaise sont essentiellement des J-10 chinois Dragon et des JF-15 de fabrication sino-pakistanaise. Donc, ce sont le cœur de la force de frappe de l'armée de l'air pakistanaise et les Made in China. Donc, les relations entre la Chine et le Pakistan sont assez bonnes. En effet, je voulais arriver à ce point. On sait que le Pakistan a des alliances stratégiques avec la Chine et la Turquie principalement. On sait que l'Inde, de l'autre côté, a des relations très profondes avec les États-Unis et certains pays européens. Est-ce que vous pensez que ces alliés, d'un côté et de l'autre, influencent directement le conflit? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire là-dessus? Eh bien, ce qui est certain, c'est que cette rencontre entre Xi Jinping et Poutine aujourd'hui, l'Inde sera au menu, le conflit indo-pakistanais sera au menu. Puisque géographiquement, ils sont presque là-dedans, quoi. Ils sont presque là-dedans. Et comme je vous ai dit, la Chine est un des pourvoyeurs d'armement pour l'armée pakistanaise. La Russie est un des principaux pourvoyeurs d'armement pour l'armée indienne, à côté plus récemment, comme vous l'avez mentionné, des drones israéliens, à côté d'Israël, de plus en plus, et peut-être même des États-Unis. Les Pakistanais, soi-disant parlant, ont des F-16, mais qui sont interdits d'utiliser contre l'armée indienne. Ils ont des F-16, mais pour d'autres usages. Et donc, l'armement indien, et c'est principalement des Sukhoi et des MiG. Ils ont des Rafales français aussi, qui sont importants, mais c'est des Sukhoi et des MiG. Rappelons que 3 Rafales ont été Alors ça, c'est pas sûr. Hier. C'est pas sûr. D'après les Pakistanais, pakistanaise, encore une fois, c'est la vérité qui est la victime. On n'a aucun moyen de vérifier. Il semblerait que les Pakistanais veuillent faire passer l'abattage de drones pour des attaques contre des avions de chasse indiens, hors des avions de chasse indiens, étant donné que les sites ciblés par ces avions de chasse sont à proximité de la frontière. Ces avions de chasse n'ont pas quitté l'espace aérien indien et il semble quasi invraisemblable qu'ils aient pu être abattus, surtout le chiffre avancé 3 ou 5 rafales abattus par l'armée pakistanaise, ça semble très invraisemblable. Ce sont principalement des drones qui effectivement survolaient les sites qui ont été ciblés, qui ont été principalement abattus par l'armée pakistanaise. Maintenant, les puissances, les États-Unis, tout comme la Chine, tout comme l'Inde, tout comme la Russie, n'ont pas intérêt à une escalade dans cette région-là. Bien au contraire, il y a des projets structurants, des infrastructures aussi régionales, des projets régionaux, notamment le port de Bandar Abbas en Iran, qui est lié aux infrastructures de l'Inde occidentale pour justement permettre aux Indiens d'acheminer leurs biens à travers la voie terrestre en passant par Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, jusqu'en Russie. Nous savons les relations solides entre la Russie
et l'Inde, malgré les tentatives répétées des États-Unis de mettre l'Inde un peu plus du côté américain. De l'autre côté, les Pakistanais, effectivement, aussi ont des projets d'infrastructure avec les pays, avec les Émirats arabes unis. Donc, il y a toute cette ossature portuaire qui est considérable et fondamentale pour plusieurs puissances régionales et internationales. Et on voit mal quand même cette région plongée dans un conflit ouvert durable, même si, rappelons-le, du côté pakistanais, il y a une crise économique considérable, une délégitimation de l'armée avec ce renversement contre Imran Khan qui avait bénéficié de l'appui populaire et qui a été éloigné du pouvoir. Et donc il y a une impression de perte de chance pour la population pakistanaise, pour une chance de transformer le pays, d'aller vers de l'avant, d'un leader fédérateur. Et donc l'armée pakistanaise serait peut-être séduite par un conflit qui lui donnerait une assise légitime forte dans cette conflit, dans ce contexte d'instabilité politique intérieure. Et évidemment, on sait que, comme je vous l'ai expliqué, le BJP aussi serait intéressé par une mobilisation générale et parce que cela reprend, dans ce contexte-là, reprendrait ces slogans de nécessité d'une homogénéité des thèmes nationalistes populistes, effectivement. En effet. Alors, j'ai une dernière question sur ce côté géopolitique. Les trois pays, que ce soit l'Inde, le Pakistan ou la Chine, font partie des BRICS. Comment est-ce que vous expliquez cette alliance malgré ces différents historiques qui se mettent au travers des relations des trois pays? Alors, rappelons que quand même, quoi qu'on en dise, prenons un exemple par rapport au Maroc, excusez-moi, prenons un exemple par rapport au Maroc et l'Algérie. Le niveau de rupture que l'on connaît de ces deux pays, l'Inde et le Pakistan, ont toujours quand même veillé à ne jamais l'atteindre. Comme je vous l'ai dit, malgré qu'il y ait eu des conflits ouverts, comme en 1999, où aujourd'hui, cette tension, les frontières étaient ouvertes, les transports de marchandises existaient, donc il y avait le commerce entre ces deux pays, et voire même plus, tout à l'heure vous me parliez de ligne rouge, le traité de partage des eaux de l'Indus, 1960. Ces deux pays ont convenu d'un traité pour pouvoir gérer de manière commune les ressources aquifères du Cachemire. Nous savons que le Cachemire est un territoire voisin de l'Himalaya, qu'il est en altitude, et donc beaucoup de fleuves, notamment l'Indus, prennent leur départ de ce territoire-là. Rappelons que l'Indus quand même prend son départ du Cachemire chinois. Donc les Indiens ont la capacité, et c'est aujourd'hui ils sont en train de... ils ont menacé d'ailleurs de couper l'approvisionnement. Voilà, ils sont en train d'agiter la menace de construire des barrages qui vont réduire considérablement le débit en provenance de l'Inde et à destination du Pakistan, ce qui mettrait le Pakistan en grande difficulté puisque 90% de la surface agricole du Pakistan est irriguée. Seuls 10% ne l'est pas. Donc, en cas de réduction du débit de l'Indus, et c'est ça la ligne rouge dont vous me parlez, les Pakistanais vont rentrer dans la menace existentielle. C'est que c'est leur propre existence en tant que nation qui sera remise en cause. L'Inde, elle, a d'autres sources aquifères. Donc, pour rappel, ce traité-là prévoit que 3 bras de l'Indus iront vers le Pakistan et 3 autres iront vers l'Inde. Et qu'aujourd'hui, l'Inde veut assécher les 3 affluents qui sont à destination du Pakistan. Effectivement. Et donc, là-dessus, au-delà des considérations économiques et géopolitiques, il y a cette considération-là. Et l'Inde a essayé de renégocier ce traité-là il y a quelques années. Peut-être que, pour se faire un peu avocat du diable du côté indien, l'idée de cette escalade, c'est de saisir l'opportunité de cette attaque malheureuse, de cette attaque terroriste, pour revoir ce traité du partage des eaux de l'Indus, traité signé à ce moment-là par Jawaharlal Nehru. Et rappelons que Jawaharlal Nehru, qui est le premier ministre indien, chef de l'exécutif en Inde, pendant 17 ans, les premières 17 années de l'indépendance de l'Inde, est aujourd'hui pestiféré par cette majorité du BJP, du nationalisme hindou, puisqu'il considère qu'il était faible et que, par exemple, une des traces de sa faiblesse, c'est ce traité-là qu'il n'aurait jamais dû signer avec les Pakistanais. Donc, effectivement, les autorités du BJP souhaitent revoir
à leur avantage le traité de partage des eaux de l'Indus. Et donc ça, c'est un outil de pression pour pouvoir faire plier les Pakistanais qu'ils acceptent de revoir aussi avec leurs voisins indiens ce traité-là. Alors, on passe à notre dernière partie. Nous allons discuter un petit peu des efforts diplomatiques qui tentent de mettre fin à ce conflit et des solutions, des résolutions possibles qu'on pourrait poursuivre. Alors, selon vous, déjà, des acteurs régionaux que l'on connaît, lesquels pourraient jouer ou lesquels ont la légitimité de jouer le rôle de médiateur pour Bien essayer... aujourd'hui, d'ores et déjà, il y a la Chine qui se propose en médiateur. Il y a aussi la Russie, les États-Unis. La question, elle est... Écoutez, moi, je peux vous dire que d'un point de vue indien, il y a l'idée que l'Inde aujourd'hui connaît un momentum clé. L'Inde est d'ores et déjà la 4e puissance économique mondiale. On voit pour être la 3e puissance économique mondiale. Elle connaît une croissance à 2 chiffres. Elle connaît des transformations structurelles fondamentales, même au sein de la famille nucléaire indienne où la natalité est en baisse. Et donc, ce sont des signes de richesse, de développement humain. Et donc, il n'est pas de l'intérêt de l'Inde de s'enfoncer dans un conflit ouvert. Encore moins de l'intérêt du Pakistan avec la crise économique qu'il connaît. Alors non, le Pakistan, c'est une autre philosophie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une difficulté de l'armée à pouvoir imposer sa vue au sein de la classe politique, même si elle le fait, mais de manière autoritaire. Et donc une guerre signifierait tout simplement le retour de la légitimité des forces armées pakistanaises. L'Inde le Pakistan est en grande difficulté économique. C'est un modèle qui bat de l'aile, qui est reposé aussi sur les hydrocarbures, sur les ressources sous-sol. C'est un pays qui n'a jamais réussi vraiment à se structurer de manière apaisée, qui a toujours eu des attentats, qui a toujours vécu au rythme des assassinats politiques. Il faut le rappeler, ce n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde est un pays pourtant 6 fois plus peuplé que le Pakistan et pourtant beaucoup plus apaisé. Donc les Indiens, ce seraient les premiers perdants d'un tel conflit. Qui sont les alliés de l'Inde? Aujourd'hui, l'Inde s'est rapprochée, je dirais maladroitement, un peu d'Israël, dans cette vision d'un front contre un peu la poussée islamiste globale, tout en maintenant des relations avec l'Arabie saoudite, avec des pays comme le Maroc, par exemple. Cela étant, l'Inde devrait revenir vers ses alliances traditionnelles, notamment la Russie, pour essayer d'apaiser la situation avec le Pakistan. Et effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un certain rapprochement sino-indien pour faire face à cette agression, plutôt ce discours un peu agressif qui a fait peur quand même, des 100 premiers jours de Trump, qui a semé le doute, même chez des alliés traditionnels de Donald Trump, comme le président Narendra Modi, et qui pousse ces deux grands géants mondiaux à se rapprocher. Donc même les Chinois n'auraient pas intérêt, malgré leurs relations stratégiques et de longue durée avec le Pakistan, à ce que le conflit se prolonge. Cela étant, aujourd'hui, les Indiens font d'une certaine manière, sont en train de déployer l'armée, sont en train d'envisager le pire, les Pakistanais aussi. Malgré toutes les difficultés et les souvenirs douloureux, il y a des liens humains entre Indiens et Pakistanais, notamment sur le volet culturel, comme ce qu'on a pu observer entre l'Ukraine et la Russie, ou le Maroc et l'Algérie. Il y a des liens culturels, humains. Et ces liens humains aussi peuvent permettre d'empêcher une escalade que personne ne souhaite, puisque le monde veut quand même tourner la page de ces instabilités qui ont commencé avec le Covid, qui se sont prolongées avec la guerre en Ukraine, aujourd'hui avec la guerre des tarifs imposée par Donald Trump. Et l'humanité souhaite revenir vers un cycle plus apaisé, un cycle de croissance, pour pouvoir tourner la page de ces 5 années un peu difficiles économiquement parlant quand même, entre 2020 et 2025. Alors, vous dites que la possibilité d'arriver à un conflit nucléaire ouvert est très peu probable. Vous pensez donc que la démocratie peut encore intervenir dans ce conflit? Si c'est le cas, sous quelle forme? Serait-ce l'ONU? Serait-ce le Conseil de sécurité? Comment vous envisagez un petit peu la sortie de ce conflit? Eh bien, déjà, vous parlez du Conseil de sécurité. Il y a ce projet de réforme du Conseil de sécurité dans lequel l'Inde souhaite avoir un siège permanent. Une escalade
dans laquelle l'Inde serait impliquée avec un discours enflammé, populiste, comme vous le dites, pour mobiliser la population, tout ça va quand même semer le doute Va ternir un petit peu l'image de voilà, l'Inde. va soulever un certain nombre de questions sur l'opportunité d'avoir un pays où il existe une certaine violence que l'on pourrait constater si l'on voit un prolongement de ce conflit au Conseil de sécurité. Ça serait évidemment les puissances traditionnelles, comme on le dit, les 5 membres de... Alors il y a le Royaume-Uni aussi qui intervient. Le Royaume-Uni, il faut le rappeler, c'est la puissance tutélaire dans le passé. Il y a des liens forts. Rappelons qu'un Pakistanais était Premier ministre d'Écosse il n'y a pas si longtemps, qu'un Indien était Premier ministre du Royaume-Uni il n'y a pas si longtemps, qu'un Pakistanais est toujours maire de Londres jusqu'à aujourd'hui, la capitale du Royaume-Uni, qu'un Indien est maire de Birmingham jusqu'à aujourd'hui, qui est la 2e plus grande ville du Royaume-Uni. Donc il y a une communauté indo-pakistanaise bien enracinée au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est une puissance nucléaire, c'est un pays membre du Conseil de sécurité. Il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une escalade. Il y a aussi des liens économiques forts. Le Royaume-Uni va pousser aussi à apaiser la situation. Maintenant, il y a aussi des blessures de part et d'autre, une rage de part et d'autre, et des questions et des interrogations de part et d'autre. Si l'Inde va vers une désescalade, comment va-t-elle justifier sa position en cas de nouvel attentat, avec des terroristes qui mènent des attaques directes contre des civils, qui ont remis en cause tout le climat de paix et de stabilité du Cachemire, qui est devenu la destination touristique favorite des Indiens et qui aujourd'hui retombe dans la phase d'instabilité. Comment vont-ils justifier si une nouvelle attaque a lieu dans cette région ou ailleurs et qui occasionne plusieurs dizaines de morts avec des terroristes radicaux islamistes qui vont aller se réfugier une nouvelle fois au Pakistan. Donc il faut des garde-fous, il faut revoir les accords globaux qui gèrent les relations entre les deux pays voisins et idéalement revenir vers ce climat apaisé qui était celui que l'on a observé lorsque un Premier ministre comme Imran Khan est allé visiter le Premier ministre Narendra Modi. Imran Khan qui avait, rappelons-le, vraiment jouissait d'une certaine estime au sein des Indiens. Je ne me fais pas l'avocat d'Imran Khan ici, bien évidemment, mais c'est juste de l'analyse, de la description à froid, qui était Imran Khan, Premier ministre pakistanais, une star du cricket, qui est le sport qui est le sport commun entre ces deux grandes nations. Le match cricket opposant l'Inde et le Pakistan, c'est le rendez-vous de l'année dans ces deux pays. Et donc, il jouissait d'un respect, d'une estime au sein de la population indienne. Et il faudrait peut-être penser à revenir vers ce climat plutôt apaisé entre ces deux grands pays. En effet, l'Inde a l'obligation de garantir la sécurité de ses citoyens. C'est son premier devoir. Et il ne faut pas oublier que le Pakistan est le pays où a résidé le plus grand terroriste du monde pendant des années sans être inquiété. Oussama Ben Laden. Et où il a été tué, donc c'est quand même très délicat. Selon vous, quel compromis les deux puissances devront accepter pour pouvoir mieux s'entendre et pour pouvoir s'asseoir et discuter ensemble? Il est évident que là, avec un conflit additionnel au Cachemire, il faut revoir le cadre global qui régit le Cachemire. Il faut accepter qu'il y a un Cachemire indien, le Jammu-Cachemire, la région de Jammu-Cachemire, territoire d'union, qui n'est plus un État constitutif de l'Inde, mais qui est un territoire de l'Union indienne, ce qui lui donne moins de droits, pourtant avec une forte population musulmane. Ce qui a été décidé par Narendra Modi en 2019, ce que les Pakistanais ont jugé être une position, une escalade injustifiée. En 2019 de revoir, et ça avait provoqué des remous au sein du Cachemire, 2019-2020. Donc peut-être qu'il faut revoir le statut du Cachemire indien, revoir le statut du Cachemire pakistanais, revoir les mécanismes garantissant la sécurité aux frontières de ces deux territoires, impliquer la Chine aussi qui est un géant, et peut-être impliquer d'autres pays. Il y a en ce moment dans l'autre pays musulman, l'autre grand pays musulman voisin de l'Inde qui est le Bangladesh, une phase d'instabilité après la révolution qui a mis fin au pouvoir de Sheikh Hasina, qui était la première ministre du Bangladesh. L'Inde doit revoir ses relations globalement, puisque si le Bangladesh lui a été sympathique pendant longtemps, puisque l'Inde a soutenu le Bangladesh dans sa lutte pour l'indépendance contre le Pakistan en 1971, depuis quelques années, la montée de l'islamophobie assez agressive, obstinée contre cette minorité musulmane en Inde, met le doute sur cette alliance entre le Bangladesh et l'Inde. Donc je pense qu'il faut un traité
plus globale, ou plutôt des négociations globales, non pas uniquement sur le volet indo-pakistanais du Cachemire, mais vraiment qui prennent en compte cette question de l'eau, qui prennent en compte les relations économiques, qui prennent en compte les relations avec les alliés, qui prennent en compte globalement la situation des pays avec les pays voisins, et pour garantir une paix durable. Est-ce que les Pakistanais le souhaiteront? Est-ce qu'un gouvernement d'ultra-droite nationaliste comme celle du BJP souhaiteront aussi un apaisement durable avec leurs voisins musulmans qui leur enlèverait la carte identitaire religieuse dont ils jouissent, qui leur permet de garantir un certain nombre de voix aux élections? Ça, et c'est une autre question, et ça dépend du leadership des deux pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, aucun des deux pays n'a intérêt à une escalade. Alors, pour chuter, on revient à notre cher royaume. Si une guerre conventionnelle déjà venait à être établie dans cette région dans les prochains jours ou les prochaines semaines, est-ce que le Maroc sera impacté et comment il sera impacté si c'est le cas? Alors, effectivement, la situation est délicate. Comme vous le savez, le Maroc a comme grille de lecture quasi exclusive son intégrité territoriale et l'interprétation des pays membres des Nations Unies de cette intégrité territoriale. Alors, l'Inde, tout comme le Pakistan, ne reconnaissent pas le Polisario. Sauf que l'Inde l'a reconnu pendant quelques années, jusqu'à retirer définitivement sa reconnaissance en l'an 2000. Et on se souvient d'une visite historique de l'ancien Premier ministre Abdelrahman Yousfi en Inde, à peu près à ce moment-là. D'une part, il y a aussi le Pakistan, pays avec lequel nous entretenons des relations économiques importantes à travers les phosphates, la diplomatie des phosphates. L'OCP a de gros intérêts au Pakistan, mais aussi nous avons de gros intérêts avec l'Inde. Nous savons que Sa Majesté a effectué une visite en 2015, qu'il a été reçu par le Premier ministre Narendra Modi. Donc, est-ce que nous sommes supposés prendre position? Je pense que nous ne sommes pas, personne ne nous attend sur notre position concernant l'Inde ou le Pakistan. L'opinion publique marocaine va bien évidemment, pour une bonne partie, soutenir le Pakistan parce qu'il y a toujours cette idée de solidarité musulmane. La Oumma. Sauf que je pense très sincèrement que nous n'avons pas intérêt à prendre position pour deux raisons. D'abord, nous avons deux pays avec lesquels nous entretenons plutôt de bonnes relations. Et puis, il y a la deuxième raison, par rapport à cette question de Oumma, il ne faut pas envoyer l'image selon laquelle l'islam est une bloc monolithique qui représentant 2 milliards d'habitants, 25% de la population mondiale, qui se pose en antithèse par rapport au reste de la population du monde. C'est le meilleur argument à donner aux islamophobes. Il faut continuer dans cette idée d'un islam véritablement pluriel, puisque c'est ce qu'est l'islam sur le terrain. C'est un islam d'abord pluriel. Croyez-moi que vous ne comprendriez pas les pratiques de certains musulmans en Inde ou au Pakistan, tellement ces pays ont leur propre vision de leur foi, de leur religion. Et donc l'islam est pluriel. Nous n'avons pas intérêt à aller dans une logique où voir l'OCI, l'organisation des États musulmans, se regrouper pour se polariser face à l'Inde. Attention à ne pas pousser les Indiens encore plus dans une islamophobie. N'oublions pas qu'il y a 15% de musulmans en Inde. Nous parlons donc de 200 millions de musulmans en Inde. Si le monde musulman soutenait ouvertement le Pakistan contre l'Inde, c'est mettre en danger ces 200 millions, aggraver la suspicion sur ces 200 millions de citoyens indiens qui ne demandent qu'à vivre tranquillement leur religion dans leur pays, qui est l'Inde, et qui sont fiers d'appartenir à cette nation qui est l'Inde. Donc, alors justement, sur ce point, je voulais plus parler des retombées économiques que ça pourrait avoir sur le citoyen marocain. Le sport favori des gouvernements marocains est de remonter les prix à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Est-ce que vous pensez que ça serait le cas? Je pense très clairement, là, aujourd'hui, nous connaissons une embellie d'un point de vue du pétrole. Le pétrole est à $60, c'est quand même inespéré. Nous voyons qu'à la pompe, ça se traduit un peu. Ça descend un peu, mais très faiblement. Mais ça descend quand même. Le diesel est à peu près 10 dirhams 50. C'est mieux que 14-15 dirhams, mais ça pourrait être plus bas, effectivement. Mais le sujet n'est pas là. C'est-à-dire qu'un conflit, un nouveau conflit dans l'échiquier planétaire ferait qu'effectivement les prix à la pompe systématiquement vont augmenter. Nous parlons de l'Inde et le Pakistan, c'est à peu près 20% de la population mondiale. Donc effectivement, il va y avoir
une flambée des prix des hydrocarbures. Il va y avoir des perturbations dans certaines chaînes de valeur, notamment les usines en Chine, en Inde. Nous savons que l'Inde aussi produit pour des biens qui interviennent dans des chaînes de valeur de production technologique, de véhicules, de drones, un certain nombre d'autres produits tertiaires. Et donc, effectivement, tout cela remettrait un peu de l'huile dans cet environnement un peu assez tendu à l'échelle planétaire, dans ce contexte un peu illisible dans lequel l'humanité navigue aujourd'hui. Et donc, très clairement, il y aura des conséquences économiques. Maintenant, pour le Maroc directement, très certainement beaucoup moins que pour des pays voisins directs, comme l'Asie du Sud-Est, comme la Chine directement, par exemple, ou comme un pays comme l'Iran, donc, ou le Moyen-Orient. Donc, oui, il y aura des répercussions, mais pas plus, beaucoup moins qu'un conflit comme l'Ukraine, qui était beaucoup plus proche que pour le Maroc, avec des chaînes de valeur qui nous impliquaient directement, comme celle du blé, de l'achat du blé. Et donc, le Maroc, je pense, n'a pas vraiment à craindre d'une escalade supplémentaire pour ses équilibres. En tout cas, cela ne bouleversera pas davantage ou gravement vraiment nos équilibres aujourd'hui. Et pour ça, que le je vais poser peut-être la question à un entendra. économiste, puisque je ne suis pas économiste, ni expert en commerce international. Peut-être qu'un expert en commerce international pourra vous donner un avis plus détaillé sur l'implication que pourrait avoir un conflit prolongé au Cachemire. En effet. Écoutez, on espère que le gouvernement ait le même point de vue que vous. Monsieur Boutaleb, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre générosité, pour le temps que vous m'avez accordé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin. Restez avec nous pour des nouveautés. Au revoir.